Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement c'était ça, la clé du bonheur ? Je suis Sophie, après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach mindset. Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Il peut nous arriver de vouloir répondre aux attentes de nos proches, de manière plus ou moins consciente. Sauf que ces attentes réelles ou présupposées peuvent nous éloigner de ce que nous voudrions être ou faire. Certaines d'entre elles peuvent même nous pousser à renoncer à ce qui fait vraiment sens pour nous. Comment nous libérer des attentes de nos proches ? Comment affirmer qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment ? Comment oser devenir pleinement soi-même ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicole Prieur, philosophe et psychanalyste spécialisée dans les relations familiales, directrice du conseil scientifique du Centre d'études cliniques des communications familiales. Elle est notamment l'auteure de nombreux ouvrages dont Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi, paru aux éditions Robert Laffont. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à sa rencontre. Bonjour Nicole et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, à vous aussi. Alors nous allons parler des trahisons et plus exactement des trahisons familières. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors, les trahisons familières, effectivement, c'est peut-être un mot qui peut surprendre quand on met trahison d'un côté qui fait peur, c'est un mot qui fait peur, et familière, au contraire, on se sent peut-être plus en sécurité. Je les ai mis en évidence à partir du moment où je me suis aperçue que, évidemment, la famille, c'est peut-être le premier lieu d'amour, de tendresse, de bienveillance, etc. Mais c'est aussi le lieu des premières souffrances, des premiers sentiments d'injustice, des premières, j'ai envie de dire, trahisons, dans le sens où une trahison telle que je la considère, c'est quand on amène quelqu'un là où il n'est pas. C'est-à-dire quand on envoie des injonctions auprès de ses enfants, auprès de ses amoureux, de ses amoureuses, pour souvent avec la meilleure intention du monde, avec la bonne volonté du monde. On n'aime pas blesser les gens qu'on aime, et pourtant on arrive à les amener à renoncer à ce qui est important pour eux. C'est ça une trahison familière. C'est quand malgré tout l'amour qu'on a, malgré toute la bonne volonté, les bonnes intentions, on est menaçant, dangereux et on fragilise l'autre. Oui, c'est important, effectivement, je rebondis sur l'intention, justement, c'est malgré soi, en fait. Exactement, c'est quand c'est complètement à notre insu. Alors vous allez me dire comment on s'en rend compte. On s'en rend compte justement parce que ça engendre de la souffrance, et la souffrance va engendrer à son tour des petits symptômes, du malaise, de la tristesse. Ça n'a pas besoin d'aller forcément plus loin. Et je pense qu'effectivement, être vigilant, encore une fois, dans une famille, entre parents-enfants, dans un couple, être vigilant à ces signes de malaise, de souffrance de l'autre, et s'interroger sur qu'est-ce que j'ai pu faire, ce que je peux demander à l'autre en quoi ça peut le rendre malheureux. Je pense que c'est vraiment une forme de respect de l'autre. Respecter l'autre, c'est mesurer comment ce que je fais, encore une fois avec la meilleure intention du monde, comment ce que je fais peut le blesser. Alors, il ne s'agit pas de se prendre la tête tout au long de la journée, il ne s'agit pas de faire ça, mais il s'agit d'être attentif, d'être un peu vigilant et d'oser se poser des questions sur soi-même. Parce que du coup, évidemment, ça peut sembler dérangeant, mais en même temps, en étant, j'ai envie de dire, plus ouvert à l'autre, on est aussi plus ouvert à soi. Et ça nous permet aussi de régler un certain nombre de choses, parce que si je fais souffrir l'autre malgré moi, c'est que moi-même souvent, je souffre aussi de quelque chose. Et c'est ça la question aussi intéressante. Mais finalement, si je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que j'ai besoin encore de libérer et d'ouvrir dans ma propre histoire ? Donc, tout le monde est gagnant. Exactement, ouais, c'est très juste.
Et que faut-il entendre par loyauté familiale? Parce que finalement, derrière ça, il y a aussi cette notion de loyauté familiale. Tout à fait. Alors c'est un concept, si on peut dire, sur lequel j'ai travaillé pas mal de temps, parce que d'abord je travaille beaucoup avec l'angle de la systémie, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans une famille, dans un couple, ce n'est pas de désigner quelqu'un comme responsable d'eux ou comme quelqu'un étant à l'origine des problèmes, mais c'est voir comment les interactions sont quelquefois mal enclenchées. Et finalement, on travaille davantage sur les interactions, sur comment on se place les uns par rapport aux autres, comment on peut justement être un peu plus attentif aux autres et à soi-même. Donc voilà, donc cette approche systémique, a été beaucoup influencée par les travaux de Marcel Mauss, qui est un anthropologue, qui a au départ analysé, observé les modalités de relations dans les tribus anciennes. Et il s'est aperçu que les relations s'instituent autour de 3 mouvements, et que finalement le don est au service du lien. C'est-à-dire, et on retrouve les 3 mouvements. Les 3 mouvements, c'est le donner, recevoir et rendre. Quelqu'un donne à quelqu'un qui le reçoit et qui, parce qu'il a envie que la relation continue, fait un contre-don, donc rend à son tour. Ces 3 moments-là, encore une fois, tissent le lien, tissent la relation et signifient qu'on a envie d'être en relation. Donc, à partir de cette analyse-là, je l'ai un petit peu appliquée à la famille et je me suis aperçue que, effectivement, dans une famille, on le sait, tout commence par un don. Le don de la vie, ensuite le don on transmet tellement de choses à nos enfants. Comme je dis, des choses très bonnes, des valeurs, des représentations du monde, notre tendresse, en fait tout ce que vous voulez, un savoir-faire, un savoir-être. Mais en même temps, on transmet aussi notre névrose, on transmet aussi les non-dits, les traumas de notre histoire familiale, les deuils plus ou moins bien faits, les sentiments d'injustice des différentes générations. Donc, on transmet à un enfant un certain nombre de choses. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est qu'à partir de ces dons créent immédiatement des dettes. C'est-à-dire qu'un enfant n'a même pas crié son premier cri, n'a même pas sorti sa belle frimousse, qu'il est déjà écrasé par les dettes. C'est-à-dire qu'au nom de tout ce qu'il reçoit, cet enfant, dès sa naissance et même avant sa naissance, dès qu'il naît, cet enfant-là est écrasé par les dettes. C'est-à-dire que, au nom de tout ce qu'il reçoit, il est redevable. Il est redevable et donc c'est le deuxième moment, recevoir dans une famille, c'est être redevable. Et être redevable, alors il n'y a pas de contre-don, on ne rend pas, et ça on va le voir peut-être si on a le temps de le détailler, on ne rend pas à la famille comme on le fait dans un couple par exemple ou dans un groupe, etc. Mais être redevable, ça entraîne des loyautés, c'est-à-dire que je suis redevable et au nom de cette redevabilité, je dois répondre aux attentes qui sont portées sur moi. C'est-à-dire que les dons créent des dettes et les dettes créent des loyautés. Au nom de tout ce que l'on reçoit en tant qu'enfant, on a à répondre et surtout à répondre, j'ai envie de dire, aux idéaux des parents. On devrait être l'enfant parfait de papa, l'enfant parfait de maman, la meilleure grande sœur du petit frère, et c'est impossible. Et c'est là où peut-être qu'on va voir que, alors du coup, ce don, ces dettes, ces loyautés qui s'enchaînent, ça a du positif. C'est ce qui crée ce qu'on appelle le lien éthique dans une famille. Donc, c'est un lien qui tient ensemble les membres, même quand on ne se connaît pas. Quelquefois, ça tient entre plusieurs générations, même quand on ne connaît pas les aïeux. Donc, c'est un lien très fort, très structurant, mais qui nous assigne à des places, qui nous impose des fonctions et qui peut être justement très sclérosant. Donc, c'est ça la notion de loyauté, et tout ce que j'essaie de démontrer justement dans mon livre, c'est que il y a des loyautés qui nous construisent, qui construisent notre sentiment de filiation et d'appartenance, et il y a des loyautés qui nous amènent à nous trahir nous-mêmes,
à dire qui, pour essayer d'être le bon enfant, le bon fils, etc., on va faire des choses qui nous éloignent de nous-mêmes et qui nous rendent malheureux. Et du coup, c'est là où, pour ne pas se trahir, il y a des loyautés à mettre en œuvre. Et du coup, ce sont les loyautés que j'appelais éthiques, parce que ce sont des loyautés qui ne sont pas contre les injonctions familiales seulement, et ce n'est pas par la volonté d'attaquer quelqu'un ou quelque chose, mais ce sont des loyautés qui sont faites pour me libérer, moi, d'injonctions, encore une fois, qui passent peut-être à l'insu de mes propres parents, et qui m'amènent et qui m'enferment là où je ne veux pas être, où je ne peux pas être. Je sais pas si c'est clair pour vous. Si. J'ai pris le temps parce que c'est tout un enchaînement, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. C'est passionnant. Et ce qui me venait, alors je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, c'est ce qui me venait en écoutant vos mots. Est-ce que quelque part, le fait de, si on suit cette logique, pour être intègre, entre guillemets, envers soi-même, il est nécessaire, du coup, de trahir ce qui ne nous convient pas, en fait, mais par intégrité pour soi. C'est ça. Si vous voulez, le but, et là aussi, c'est finalement, encore une fois, toute mon expérience de thérapeute, et peut-être même d'hypnothérapeute, parce que à la fin de certaines séances d'hypnose, qui sont de très belles séances, où effectivement, où le patient ou la patiente a une expérience qui souvent s'accompagne d'un geste, qui se sent aligné et qui me fait le geste, effectivement, de quelque chose qui se réactive en lui, et d'un sentiment de profonde cohérence, et à partir de là d'être vraiment très vivant, et ce sont des moments très très riches en émotions. Je me suis rendu compte que pour éprouver cette cohérence interne, cet alignement de soi à soi, encore une fois, qui n'est pas contre l'autre, cette sensation là, ça émane à partir du moment où on a l'impression d'être réconcilié avec soi, d'être juste avec soi-même, et ce sentiment-là, évidemment, j'allais dire nécessairement, inévitablement, nous amène à désobéir à un certain nombre d'injonctions qui nous sont présentées et qui nous sont posées, enfin, vers nous, quoi. Enfin, je veux dire, et encore une fois, ces injonctions, elles sont inévitables. Enfin, je veux dire, là aussi, des deux côtés, il y a des Dolto disait, Dolto et Winnicott, Winnicott qui a été un des premiers psychanalystes d'enfants et qui reste une référence très grande quand on travaille avec les enfants. Winnicott disait, on a besoin de rêver un enfant. C'est parce qu'on a rêvé, c'est parce qu'on a projeté sur lui un certain nombre de choses qu'il va croire en lui, qu'il va avoir une confiance en lui, mais il a besoin de ça, un enfant. Mais à un moment donné, il a besoin de sortir aussi de ce rêve projeté sur lui, et il a besoin de dire coucou, moi je suis un peu autre chose que ce que vous voulez faire de moi. C'est ça, ouais, exactement. Et finalement, c'est ce qui me vient, c'est prendre cette posture d'adulte à un moment donné, et de ne plus être l'enfant, parce que finalement, dans nos vies, peu importe l'âge qu'on a, on sera toujours les enfants de nos parents. Ça, c'est inévitable. Mais à un moment donné, c'est se positionner finalement en adulte. Voilà, et c'est ça. Dans les formules, j'aime bien les formules. Je dis qu'effectivement, grandir, c'est trahir, c'est inévitablement. Ouais. Mais alors, si vous voulez, et pourquoi je mets la notion de trahison, alors que quelquefois on me dit pourquoi vous parlez pas d'autonomisation, etc. Je crois que ça va plus loin, parce que j'ai une formation de philosophe au départ, et donc j'ai commencé comme on avait travaillé depuis, je vous dis, au moins une vingtaine d'années. On avait fait un colloque sur cette notion de trahison familiale, et à partir de là, j'ai travaillé sur l'étymologie du mot trahir. Et c'est pour ça que je suis attachée à cette notion-là, et c'est très riche, parce que trahir, ça vient du verbe tradere, qui a en fait deux sens. Au départ, ça n'avait pas la connotation morale que ça a, c'était simplement passer d'un lieu à un autre. On passe de sa famille à ses groupes d'amis, et peut-être à son couple, etc. Bon, bref, c'est simplement passer d'un lieu à un autre. Mais et donc ça donne l'idée d'un mouvement, l'idée d'un déplacement constant. Et puis la vie, c'est cela, c'est un déplacement constant. Mais tradere a donné aussi tradition. Et là, ça commence à être intéressant, parce que pour moi, grandir et exister, c'est à la fois se déplacer constamment et de plus en plus vers soi-même, mais c'est en même temps savoir d'où je viens.
Savoir respecter la tradition d'où je viens jusqu'à une certaine mesure. C'est-à-dire que me trahir être dans une certaine mesure déloyale, ça ne veut pas dire tout rejeter. Et si je vous dis ça, c'est que dans le cheminement dans lequel j'accompagnais mes patients, parce que maintenant je ne reçois plus de patients, dans lesquels j'accompagnais mes patients, c'est effectivement, et c'est pour ça que je parle de trahison éthique, c'est effectivement oser trahir ce qui ne me convient pas, mais dans un deuxième temps, une fois qu'on se sent libéré, reconnaître ce que j'ai reçu de ma famille, même si ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais de recevoir, mais reconnaître quand même que j'ai reçu quelque chose d'important. Et plus je reconnaîtrai ce que j'ai reçu, moins je serai en attente de choses que la famille ne peut pas me donner. Alors, je ne sais pas si ça vous semble clair. Totalement. C'est aussi s'agrandir, c'est solder les comptes, c'est-à-dire ne plus attendre de mes parents, de ma famille, qu'elles m'apportent ce qu'ils ne m'ont pas donné quand j'étais enfant, ce qu'ils ne peuvent pas me donner, pour plein de raisons. Et du coup, je le comprends. Et du coup, là aussi, on travaillait très bien en hypnose. Je m'apporte à moi-même la sécurité que mes parents n'ont pas pu me donner. Il est inutile de le chercher parce qu'ils ne peuvent plus me le donner. Ils me l'ont pas donné, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Et c'est terrible si on le reporte, cette attente-là, si on la reporte sur nos enfants, sur nos amoureux, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas nous l'apporter non plus. Donc, le chemin, et du coup, c'est tout ça à grandir. C'est trahir, c'est reconnaître ce que l'on a reçu, et c'est se donner les moyens vraiment d'être véritablement autonome. Et du coup, on est beaucoup plus ouvert vers les autres. C'est pas une autonomie qui nous ferme. C'est vraiment être autonome parce qu'on est tranquille. Les autres ne nous menacent plus. On a une sécurité intérieure suffisante pour accepter les remises en cause dont on parlait tout à l'heure. Totalement. Et finalement, je me dis, quand on ressent un manque d'épanouissement, bon, je vais pas généraliser, c'est pas du tout le but de ma question, mais quand on ressent un manque d'épanouissement, par exemple, dans sa vie personnelle ou professionnelle, est-ce que ça peut être lié, peut-il y avoir un lien avec les loyautés familiales? Tout à fait, tout à fait. Et il y a un lien avec ces trahisons qu'on n'ose pas mettre en place. C'est ça. Parce que ce qui nous freine, c'est que on a tous un besoin de reconnaissance absolue, on a tous un besoin d'être aimé, je veux dire, c'est logique, c'est assumé. Nous, les psys aussi, on a ce besoin-là, donc je veux dire, on peut pas éviter de passer par ce besoin-là, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant, et c'est ça souvent le malaise que cela crée en nous, la culpabilité. C'est au nom de cet amour que j'attends de l'autre, je ne vais pas me placer là où il n'a pas envie que je sois. Donc je ne vais pas lui désobéir, je vais tout faire pour me fondre dans les désirs de l'autre, et je vais oublier mes propres désirs. Et effectivement, si j'oublie mes propres désirs, c'est l'essence même de la vie, le désir. C'est savoir, c'est nos projections dans l'avenir, etc. Donc, si je me coule trop et je m'oublie dans le désir de l'autre pour être aimé, je ne suis pas forcément plus aimée. Je veux dire, c'est pas forcément une garantie. Et surtout, je m'oublie moi-même. Et du coup, là, effectivement, il peut y avoir des sentiments de frustration, des sentiments, combien de fois j'ai pu entendre, j'ai tout pour être heureux et je ne le suis pas. C'est ça. Justement, quand on a l'impression d'avoir beaucoup de choses, on ose encore moins dire non aux demandes des uns et des autres. Mais au contraire, encore une fois, dans une analyse systémique, quand on a le courage de se poser dans quelque chose qui est juste avec soi, donc quand on se déplace par rapport aux désirs des autres, c'est incroyable. Les autres s'y bougent quelque part, très souvent. Parce que si, effectivement, je n'attends plus, par exemple, de mes parents, ou même c'est la même chose dans un couple, si je n'attends plus de l'autre qu'il réponde à 100% à mes besoins, si j'accepte l'imperfection de l'autre, si je n'attends pas effectivement que ce soit parent ou conjoint soit parfait, je le libère aussi. Et donc encore une fois, c'est une synergie relationnelle qui se met en place, qui est beaucoup plus ouverte, et on accède à une forme de souplesse. Inévitablement, 15 jours après, un mois après, il y aura des désirs qui vont m'enfermer ou qui vont avoir tendance à m'enfermer, mais on aura quelques petits indices intérieurs en disant non, là il faut être méfiant. Et du coup on se recale, et du coup on arrive à des mouvements, comme on parlait de l'existence et du mouvement, on arrive à des relations ouvertes et souples, où malgré nos erreurs, malgré nos tâtonnements, on retrouve chacun notre place, quoi.
Ouais, c'est exactement ça, totalement. Et, et justement, on n'a pas forcément conscience d'agir par loyauté familiale. Enfin, c'est pas toujours facile, je veux dire, d'ailleurs, d'en prendre conscience. Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir je sais pas, des indices qui pourraient mettre la puce à l'oreille, justement de se dire, bah tiens, là, peut-être que je n'agis pas, j'allais dire, j'aime pas ce terme, mais c'est celui qui me vient, en pleine conscience. C'est-à-dire, je suis un peu plus, j'agis par conditionnement. Voilà, je cherchais. J'agis par conditionnement et je suis pas totalement libre dans mes choix, dans. Tout à fait. Et on ne passe pas, je veux dire, on ne passe pas effectivement à l'action et à ce qui peut être libérateur. Alors, si vous voulez, c'est sûr que d'abord, ce sont les symptômes on se sent malheureux, on n'a plus de goût aux choses, on peut même être angoissé. Mais alors, c'est souvent, encore une fois, je parle de mon expérience, c'est souvent cela qui amène à conduire à rencontrer un psy. Et souvent, quand on réfléchit avec le patient, et donc ça aussi, ça peut être des pistes, ils se rendent compte que le père disait toujours: ah, de toute façon, dans cette vie, rien ne va, il y a que des malheurs, les gens sont insupportables, on ne peut rien attendre d'eux, etc. Ou la mère dit: oh là là, les hommes, on peut pas compter sur eux, ils laissent tomber toujours les femmes, ils sont voilà. On se rend compte au fur et à mesure qu'il y a comme ça des phrases, qui nous ont baignés et qui nous ont formatés quelque part à se méfier des uns, à ne pas faire confiance aux autres, etc. Et du coup, c'est important. Là aussi, c'est même pas une grande prise de conscience. C'est pas quelque chose de très inconscient, c'est de l'implicite. Et du coup, c'est important de s'interroger sur ces injonctions qui passent dans des discours quotidiens et banalisés quelque part, mais qui nous ont, encore une fois, qui ont formaté notre manière de vivre. Et la loyauté, elle passe déjà pour ça. Pour être la bonne fille de mon père ou de ma mère, je suis formatée, je pense comme elle et comme lui. Et du coup, je regarde le monde à travers le regard de mon père et de ma mère, et ce n'est pas je n'accepte pas mon propre regard. Donc et je pense que là aussi mon travail, enfin ma réflexion de philosophe qui est à ma base de mon travail, c'est important parce que je ne sais plus quel philosophe disait, ce qui est quand même la démarche aussi philosophique, les évidences, il faut les interroger. Plus les choses nous semblent évidentes, plus on a l'impression que ça va de soi, les stéréotypes, on le sait, plus il faut les interroger, parce que justement, ce sont tous ces stéréotypes qui nous enferment. Ce sont des stéréotypes familiaux, mais ce sont des stéréotypes aussi sociétaux. Donc, quand on a l'impression qu'on navigue dans des choses évidentes, et quand on est parent, on a une chance. C'est-à-dire que les enfants vont nous aider à réagir. Ils vont nous dire, mais ça suffit de nous dire ceci ou de nous dire cela. Voilà. Et du coup, je crois qu'il faut saisir. Alors là, il faut s'alerter, il faut dire, mais ils ont peut-être raison. Je le redis parce que je l'ai peut-être entendu, ou c'est peut-être dans toutes les publicités, parce que les publicités aussi, elles transmettent plein de stéréotypes. Et du coup, et je pense que ça aiguise notre curiosité et ça nous maintient en éveil. Interrogeons-nous. Bon, encore une fois, c'est mon angle philosophique peut-être, mais je trouve ça génial et très vivifiant de se dire, mais j'ai pris ça pour acquis, j'ai pris ça, comme si c'était la vérité, mais est-ce que c'est si vrai que ça? On a beaucoup travaillé sur la question d'argent, et on se bat contre, et ça c'est terrible, on se bat contre le stéréotype en amour, on ne compte pas, et toutes les travaux que j'ai pu faire, c'est de mettre en évidence qu'au contraire, plus on aime, plus on compte. Donc les stéréotypes, on ne se rend pas compte à quel point ils nous enferment. Et la famille est un lieu où, voilà. Donc, interrogeons nos évidences et laissons nos enfants nous interroger. Oui, mais c'est très juste et c'est vrai que c'est finalement adopter un peu cette position, j'allais dire, prendre un peu de recul, enfin de la hauteur, faire un pas de côté et à un moment se dire, voilà, je m'observe, entre guillemets, je m'auto-observe. Tout à fait. Faire un pas de côté, prendre de la hauteur. Encore une fois, c'est encore une forme de libération. C'est ça. C'est ne pas être, c'est ne pas, j'ai envie de dire, être
écrasé, c'est le mot qui me venait, hein, c'est ne pas être écrasé par tout ce qui est dit, tout ce qui est, et en ce moment avec tous ces moyens de communication qui sont quelque chose de formidable aussi, hein, mais je veux dire, on a du mal à s'extraire de toutes ces informations, et puis on va les chercher, hein. C'est vrai. Je suis la première à ne plus avoir l'âge de mes petits enfants, mais je suis la première à regarder mon téléphone dès le matin. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, mais prendre vraiment, peut-être que c'est ça, c'est le chemin de la liberté, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit et prendre une forme de recul. Et là aussi, c'est réjouissant de prendre du recul, hein, de se dire et d'oser dire, je ne pense pas comme les autres. Et ça, c'est important parce que c'est une manière aussi d'affirmer sa singularité. Et pour être heureux, pour être bien dans sa peau, dans ses baskets, etc., je pense qu'il faut être à l'aise avec notre différence. Totalement. On accepte celle des autres. Exactement, ouais. Et je rebondirais juste sur un point, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais insister sur ce point. Vous avez écrit dans votre livre que la loyauté implique inévitablement la déloyauté. C'est ça. Et en fait, finalement, c'est ça, en fait, la clé, j'allais dire, pour vraiment faire des choix qui nous correspondent et vivre une vie qui nous correspond. C'est ça, si vous voulez, c'est vraiment être dans un curseur où forcément on est loyal et c'est important d'être loyal, hein, mais puisqu'on est loyal, il y a forcément aussi des aspects sur lesquels on va être déloyal, sinon on va être encore une fois perdu dans l'identité de l'autre, hein. Et là aussi, je crois que j'ai une formule que j'aime bien. Je dois dire quelque part quelque chose comme ce qui est important, c'est de mesurer ce à quoi on doit renoncer pour respecter l'autre, mais ce à quoi on ne doit pas renoncer pour se respecter soi-même. C'est vraiment un curseur, hein, et dans chaque situation, à chaque moment, et quelquefois, on est forcément, et je crois que c'est qu'on peut le faire en conscience, quand je sais pas quoi, nos proches sont malades, ont besoin de nous. Là, effectivement, on peut donner un peu plus de nous, on peut perdre quelque chose de nous pour l'autre, mais le faire parce qu'on est d'abord, comme vous dites, en conscience et parce qu'on y adhère, parce que ça a du sens pour nous. On peut se perdre quelque part, mais on sait pourquoi. Hein, et tout en étant vigilant au moment où cet ami ou ce conjoint va mieux, effectivement, je reviens à ma place et j'évite d'en faire trop, parce qu'à un moment donné, c'est aussi ça. Et c'est vrai que ces questions-là se posent tout au long de la vie. On parle là des amis, on parle des conjoints, mais quand les parents deviennent âgés aussi, hein, jusqu'où aller dans l'oubli de soi, dans la position d'aidant, surtout quelquefois, on en fait beaucoup et on est presque dans une position sacrificielle parce que, j'ai envie de dire, l'enfant qui est encore en nous espère une reconnaissance. Souvent ne viendra pas. Combien de fois j'ai entendu des femmes me dire, je vais voir ma mère tous les jours, je vais faire les courses, etc. Et puis elle me demande jamais comment je vais et elle ne me parle que de mon frère qui ne vient jamais. Voilà, je veux dire, si on le fait parce que, encore une fois, si on le fait parce que ça a du sens pour nous, c'est parfait. Mais si on le fait parce qu'on attend inconsciemment, implicitement une reconnaissance qui ne peut pas venir, alors à ce moment-là, on est malheureux, quoi. Et je rebondis juste sur cette distinction très très juste que vous mettez en lumière, c'est qu'en fait, dès qu'on ressent de la frustration après avoir fait telle ou telle chose, finalement, ça devrait être un indicateur pour se dire tiens, j'avais peut-être de l'attente en faisant ça. C'est vrai. Et ça, c'est très difficile. Il faut pas s'inquiéter si on voit qu'on a de l'attente. Que on ne cesse de travailler ça. Évidemment. Plus on travaille ça, forcément, on attend. Si vous voulez, ça fait partie aussi du lien. Hein, encore une fois, le lien, la relation n'est pas complètement gratuite. Dans une relation, on attend. Évidemment. C'est normal. Et on attend aussi quelque chose de réversible, de partager. Donc voilà, on a envie de donner, mais on a envie de recevoir. Donc forcément, on attend. Mais à un moment donné, si on a l'impression de ne pas recevoir ce qu'on a à la hauteur de ce qu'on attend, peut-être qu'il faut s'interroger sur nos propres attentes. Et du coup, là aussi, ça libère l'autre d'avoir à trop nous donner. Et c'est vrai que peut-être pour revenir quand même dans la relation, peut-être pour faire une différence dans la relation parent-enfant, enfin transgénérationnelle.
on ne rendra jamais à la hauteur de ce que l'on a reçu en tant qu'enfant, parce que les dons descendants des générations, des parents vers les jeunes générations sont profusion. On ne sait jamais ce qu'on donne exactement, on ne sait jamais comment l'enfant reçoit non plus, donc on reçoit beaucoup, encore une fois du bon et du moins bon, et personne ne peut rendre à la hauteur de ce qu'il a reçu. C'est une asymétrie absolue. Mais on rééquilibre, j'ai envie de dire, les liens, on rééquilibre la relation à partir du moment où nous, dans une position d'enfant, même adulte, d'enfant devenu adulte, on donne à notre tour. On donne à notre tour, donc il ne s'agit pas de rendre à ceux qui nous ont donné, mais il s'agit de donner à notre tour, ce qui est une façon de rendre, de donner à notre tour, et du coup, c'est un mouvement vers le futur quelque part. C'est un mouvement vers le temps. Alors cette asymétrie-là, ça aussi c'est important, cette asymétrie peut être très dangereuse dans un couple, ou en amitié, ou même dans le travail. Si je donne toujours, que les dons sont toujours dans le même sens et que j'ai pas l'impression de recevoir, là il faut commencer à s'interroger. Je pense qu'il y a un équilibre à chercher, et pas une symétrie, mais je veux dire un équilibre, une réciprocité à chercher dans un couple et en amitié. Sinon, on est malheureux aussi. Mais ce qui me vient, je me dis, parfois, est-ce qu'on n'a pas tendance, du moins selon où on en est dans son propre cheminement, mais à plaquer les relations qu'on peut entretenir avec ses parents avec justement les sphères amicales, professionnelles, sentimentales, etc. Alors, il ne s'agit pas vraiment de les plaquer. Souvent, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'encore une fois, ce que j'attends de mes parents, que je n'ai pas reçu, je vais le poursuivre et je vais chercher chez les autres. Ouais. Et je vais engendrer et entretenir une insatisfaction, parce que même si mon amoureux, même si mes copines sont très gentilles, très généreuses avec moi, comme au fond de moi, mon inconscient, il attend cette générosité de mon père ou de ma mère, je ne serai pas satisfaite. Ouais, donc, quand même, quand on s'interroge aussi sur objectivement ce que l'autre me donne, et que malgré ce qu'il me donne, je n'arrive pas à être satisfait, c'est qu'en fait, je ne l'attends pas de lui, que mon inconscient l'attend de l'autre. Et c'est là aussi, j'appelle, ça c'est un travail dans un autre livre, c'est ce que j'appelle solder les comptes, grandir, c'est accepter, et là aussi c'est tout un cheminement, accepter que je ne pourrai pas recevoir de mes parents, renoncer à recevoir de mes parents ce qu'ils n'ont pas pu me donner, et accepter. Et ça, souvent, ce sont des passages vraiment douloureux. C'est une forme de deuil. Voilà, la tendresse que j'attendais. Mon père m'a toujours bousculé, même sans parler de maltraitance, mais m'a toujours bousculé. Ma mère était froide. La tendresse que je suis en droit d'attendre légitimement, accepter qu'elle n'est pas venue et qu'elle ne viendra pas. Et là aussi, quand on fait ce cheminement qui n'est pas facile, à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, quand on a fait vraiment ce cheminement, d'abord on libère nos amis, nos amoureux, nos enfants, etc. À ce moment-là, on est capable de voir ce que l'on a reçu de nos parents. Tiens, mais ce père qui m'a bousculé, c'est peut-être grâce à lui quand même que j'ai un rapport au travail assez satisfaisant. J'aime travailler. Cette mère qui était froide, mais elle était artiste. Peut-être qu'elle était froide, mais elle exprimait dans son art beaucoup de choses. Et moi, je peins et je suis artiste aussi comme elle. Donc, et du coup, on crée une filiation plus positive. Et du coup, tout le monde retrouve des choses, une base plus équilibrée. C'est ça, et l'image qui me vient, c'est ça, c'est qu'on n'est plus dans la rancune ou dans les rancœurs, et en fait, on apporte un regard plus doux, finalement. Ouais. Cette douceur que j'attendais qui n'est pas venue, j'arrive à l'instituer dans la relation. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Formidable. Et justement, le sous-titre de votre ouvrage s'intitule « S'autoriser à être soi-même ». Oui. Et du coup, que signifie être soi concrètement? Parce que finalement, c'est le travail d'une vie. C'est ce que j'allais dire. Bah, écoutez, être soi, j'ai envie de dire, parce que j'allais dire, ce qui me vient là, c'est être dans le plaisir d'être avec soi. Ouais. Du coup, c'est constamment être en mouvement, c'est constamment se surprendre soi-même, c'est constamment voir ses propres ressources, voir ses propres échecs aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment d'être, je sais pas, c'est d'être en amitié avec soi-même. C'est
de pas trop s'en vouloir. Hein, c'est pas seulement l'acceptation, mais d'accepter qu'on est, j'allais dire, presque aussi toujours à la recherche de soi-même. Hein, d'un soi qui est toujours à créer, à recréer, à retravailler et vraiment prendre du plaisir à ce travail permanent sur soi, parce que c'est comme ça, c'est en avançant, en marchant, en faisant des pas de côté, en se trompant, qu'on se découvre. Et du coup, avec effectivement, avec toujours les présences des autres qui viennent nous interroger, qui viennent nous déranger, mais avec lesquels, heureusement, on peut faire des bons parcours et des bons cheminements. Donc, effectivement, être en amitié avec soi, ce qui nous permet d'accueillir et de partager beaucoup de choses avec les autres. Exactement. Et je rebondirais juste sur un point, c'est cette mise en mouvement qui est importante, parce que c'est vrai, c'est que c'est pour avoir aussi une relation avec soi, j'allais dire bienveillante et enrichissante. J'allais dire, c'est grâce aussi au mouvement en fait, c'est comme une roue en fait. J'ai cette image là qui me vient, mais c'est ça. Oui, c'est clair. Et pourquoi? Parce qu'au fond de soi, c'est très existentiel. C'est moins psychologique là qu'existentiel. C'est plus existentiel. C'est-à-dire que la vie, c'est le mouvement. C'est ça. C'est le changement permanent. Hein. Tout change autour de nous, les forêts. Alors, je ne regarde pas forcément le négatif actuellement écologique, mais les fleurs sont toutes différentes les unes des autres, ça se transforme, etc. Donc, être dans le mouvement, c'est rester dans le mouvement de la vie. Et c'est du coup se sentir vivant. Hein. Effectivement, comme les saisons, on peut passer des moments dits moins rigolos. Moi, je n'aime pas trop l'hiver, hein, c'est moins rigolo, mais après il y a le printemps. Je veux dire, c'est ça, c'est j'allais dire presque s'abandonner. Hein, à ce mouvement-là de la vie, aux séquences hein, qui se succèdent, et du coup, c'est aussi une façon de garder toujours l'espoir. Hein. Parce que c'est quand on est rigide, quand on est fixe, quand on est figé. Alors quelquefois on est tellement malheureux qu'on est figé. Enfin, je veux dire, bien sûr. C'est pas le problème de l'être à un moment donné, c'est inévitable à un moment donné. Hein. Mais c'est trouver les moyens. Et aujourd'hui, quand même, grâce aux aides psy, à plein d'aides, hein, méditation, psy, etc. On arrive à sortir de ces rigidités hein, qui nous rendent malheureux. Et du coup, voilà, de se remettre en mouvement. C'est une façon de garder l'espérance. Et je pense que dans notre 21e siècle, c'est vraiment de ça dont on a besoin, garder l'espérance malgré toutes les mauvaises nouvelles qui nous accablent. Voilà, voir quelles sont quand même les ressources qui peuvent percer dans ces tunnels que l'on traverse et voilà dans lesquels on est engagé, quoi. Et si je résume, donc trahir ses proches est nécessaire pour se sentir aligné, en accord avec soi. Et comment assumer la déloyauté familiale et justement ne pas ressentir de la culpabilité? Parce que vous en parliez, mais j'aimerais mettre un peu plus le focus sur ce sentiment de culpabilité qui est quelque part presque inévitable. Non, mais c'est non seulement inévitable, c'est souvent ce qui rend la trahison difficile. Alors souvent, je peux dire à mes patients, ou j'ai pu dire à mes patients, c'est que vous n'avez pas trahi jusqu'au bout. Et trahir jusqu'au bout, c'est assumer la mauvaise image que l'on a à un moment donné. Ouais. Et l'assumer, on l'assume en faisant deux choses. On l'assume en mesurant qu'encore une fois, que ce n'est pas contre l'autre et qu'on n'a pas cherché à attaquer l'autre, même si l'autre, que ce soit parent ou quand un parent projette sur nous de nous emmener dans telle voie professionnelle alors qu'on choisit à un moment donné d'en faire une autre. Hein, ce n'est pas contre le parent, mais c'est encore une fois, pour se diriger vers soi-même. Mais trahir jusqu'au bout, c'est accepter qu'on ait déçu nos parents. C'est accepter qu'ils nous traitent de, je sais pas quoi, désobéissants, ils vont peut-être pas nous traiter de traîtres, mais accepter le regard déçu de nos parents, tout en se regardant soi-même, donc là aussi c'est un cheminement, comme suffisamment bien, parce que ça a du sens pour nous. Et la trahison, effectivement, on peut l'assumer quand on s'interroge sur le sens qu'elle a pour nous et quand on le fait quelque part en se confrontant à nous-mêmes et non pas en affrontant l'autre. Et du coup, on peut, et là je parle peut-être plutôt maintenant dans la question du couple, si je quitte mon couple parce qu'effectivement je n'y ai pas ma place,
que je n'ai pas trouvé une façon de m'épanouir, que j'avais des choses à réaliser, à accomplir, que ce soit professionnellement, familialement, etc., que je me sens enfermée dans ce couple, à ce moment-là, si je quitte ce couple, c'est important aussi de me dire que on le fait donc dans ces deux premiers cheminements, en reconnaissant ce que j'ai reçu de l'autre, que ce n'est pas contre l'autre, et en même temps en reconnaissant la souffrance que je peux infliger à l'autre. Et donc je me reconnais moi comme méchant. Et c'est ça qui est difficile. Mais la seule chose qui nous permet de sortir de la culpabilité, c'est de mesurer à quel point ça a du sens et à quel point on peut expliquer à l'autre que ce n'est pas contre lui et que à ce moment-là, on mesure la souffrance qu'on l'inflige et lui dire que ce que j'ai reçu de lui, c'était important, c'est ça qui m'a construit, c'est ça qui m'a permis peut-être de donner la force de quitter ce lieu-là, mais de montrer que ce lieu-là a été l'artisan aussi de mon existence. C'est-à-dire, on ne jette pas tout en claquant la porte, en disant tout était mauvais, etc. Ce que j'ai reçu chez toi dans ce couple-là, c'était pas suffisant, mais ce que j'ai reçu, c'était déjà important, et c'est ce qui m'a donné la force donc effectivement, c'est peut-être de la souffrance pour toi. Je suis désolée, je te demande peut-être même pardon, enfin, je suis désolée, ça ne peut pas être autrement pour moi, mais ce n'est pas contre toi. Et voilà. Et donc, mais j'assume cette image. Et du coup, en général, encore une fois, c'est très libérateur. Ouais, c'est assumer, en fait, enfin, c'est le terme qui me vient, mais c'est assumer de se choisir finalement, de se prioriser, entre guillemets. Enfin... Mais c'est pas se prioriser en tant que dans un narcissisme, dans un égoïsme. Totalement. Non, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. C'est se donner la priorité parce que, et là j'ai employé plusieurs fois le mot, parce que ça a du sens. C'est ça. Au regard exactement moral. Là aussi, c'est très philosophique. C'est ma conscience éthique qui construit mon identité. Et c'est aux yeux de ce qui fait sens pour moi, aux yeux de mes valeurs princeps finalement, que et c'est ça qui me donne un sentiment de cohérence, quand j'ai l'impression que je trahis pas mes valeurs fondamentales, que je suis en accord avec moi, et c'est vraiment ça qu'il faut expliquer aux uns et aux autres. Ce n'est pas l'autre qui m'empêchait, mais encore une fois, c'est systémique, c'est la relation qui m'empêchait. C'est ça. Pas l'autre qui est méchant, mais dans cette relation-là, je n'avais pas ma place. Et on n'en veut pas à l'autre, mais on va vivre quelque chose d'autre ailleurs parce que je vais vers ce qui a du sens pour moi. Et encore une fois, je reviens à notre 21e siècle. Je pense que c'est très important qu'on ait des individus, qu'on ait des sujets, qu'on ait des personnes qui osent affirmer et défendre ce qui a du sens pour eux. C'est vraiment renforcer des citoyens éthiques. Et encore une fois, on en a besoin vraiment à tous les niveaux. Je partage totalement votre avis. Vous parlez de priorité, c'est poser la priorité de ses valeurs. C'est ça. En fait, c'est ça, parce que je cherchais le terme, je me suis priorisée, ça fait un peu égocentré, c'était pas le terme, mais c'est ça, c'est exactement prioriser ses valeurs, prioriser ce qui a du sens pour soi, en fait, tout simplement, Tout simplement. Ouais. C'est simple que ça, mais... Oui, non, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Mais en même temps, c'est une démarche extraordinaire. Et je crois que quand on y est, il faut mesurer la chance que l'on peut avoir quand on se met dans cette démarche-là. Parce que on est ouvert, et quand je parlais d'être ouvert aux autres, mais surtout on est ouvert au monde. Parce que le sens, on peut le chercher dans sa famille, on peut le chercher dans son couple, mais on peut le chercher dans des mille et une choses qui nous ouvrent la porte aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a quand même ce 21e siècle qui n'est pas facile. Il nous ouvre quand même des perspectives énormes, des connaissances, enfin, extraordinaires aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi ouvrir plein de portes devant nous, et c'est comme ça qu'on saura qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous. Totalement. Avant de terminer, quels conseils aimeriez-vous donner à nos auditeurs pour les aider à faire un premier pas vers eux-mêmes, en fait, en laissant de côté un peu les attentes éventuelles de leurs proches ou de leur entourage personnel ou professionnel? J'ai envie de dire, c'est drôle ce que je vais vous dire, c'est aller chercher là où ils sont, aller chercher ce qui est important pour eux, aller chercher là où ils se sentent vivants,
là où ils ont l'impression vraiment d'être en accord avec eux, être dans la joie avec eux-mêmes, dans toutes les expériences possibles, c'est-à-dire quand on se promène au bord de l'eau, quand on voit un coucher de soleil, quand on voit des étoiles, donc souvent effectivement avec la nature, mais aussi ça peut être la découverte d'un pays. À quel moment ils ont ce sentiment de vibrer avec eux-mêmes? À quel moment ils ont ce sentiment d'être en accord avec leur contexte, quel qu'il soit, et prendre le temps, c'est peut-être presque un exercice d'hypnose, prendre le temps de savourer ces instants souvent éphémères, hein, mais dans lequel, oh là là, on ne se pose pas de questions, dans lequel nous, dans notre entièreté, le corps et l'esprit, est complètement, voilà, on voit, ce matin j'ai vu un lever de soleil hein, sur Nice, sur la baie de Nice, c'est magnifique. Là, on ne se pose aucune question. Et on découvre tous ces moments-là. Hein. Ça peut être même quand on joue avec un petit enfant, etc. Ces moments-là où tout d'un coup, c'est magnifique. Et on se pose plus de questions. Qu'on prenne le temps de s'arrêter, de le savourer et de dire, ne serait-ce que pour cette seconde-là, ça vaut la peine de chercher. Voilà. Donc, aller à pas la recherche, mais prendre le temps de savourer et de s'arrêter sur rendre éternel quelques fractions de secondes qui nous font du bien. Ah, c'est un très beau message, ouais. Merci. Mais en tout cas, merci à vous pour cet échange et pour les auditeurs. Vraiment, je vous invite à lire Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi, qui est paru aux éditions Robert Laffont, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Bon, après, tout ce qui est trahison familiale, loyauté familiale, tout ça, ça me parle. Enfin, c'est quelque chose c'est une thématique qui me touche vraiment. Donc, pour le coup, j'ai trouvé votre ouvrage vraiment passionnant et c'est pour ça que j'étais vraiment ravie de faire cet échange avec vous. Donc, vraiment un grand merci, Nicole. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours très chaleureux qui me touchent, moi, très personnellement aussi, parce qu'on sent que ça touche très profondément. Complètement. Et puis la relation à soi, nous sommes des êtres de lien. Exactement. Donc c'est important justement et de prendre sa place au sein, enfin voilà, dans un groupe, j'allais dire, mais oui. Voilà, d'avoir vraiment sa place avec les autres. Exactement. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à vous. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!